La maladie, c'est mon ennemi. Mais mon ennemi, je le mets par-dessus mon épaule. Et je vis le jour le jour. La maladie d'Alzheimer s'est immiscée dans leur couple. Elle conduisait la voiture et elle s'est arrêtée, elle ne savait plus où elle était. J'ai été à son bureau et c'est alors que je me suis aperçue que son bureau était un vaste foutoir. Cette mise en image m'a fait comprendre ce désordre intérieur. Mais comment peut-on accepter de voir l'amour de sa vie perdre peu à peu la mémoire? La maladie d'Alzheimer peut être un poids. On essaye, on fait en sorte de l'oublier un maximum, de l'effacer un maximum. Mon mari est parti brusquement sur une autre planète. Et au fond, cette planète, c'était moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que moi qui avait de l'importance pour lui. Il s'est désintéressé de tout le reste. Et ce lien qui restait, c'était amour. Car s'il y a bien une chose qu'ils n'ont pas oubliée, malgré la maladie, c'est l'amour. On est parti vivre au bord de la mer. On vivait au rythme des vagues, au rythme des marées. Et puis, on se promenait la main dans la main. Quand on est amoureux jusqu'au bout. Dans le meilleur, dans le pire. Si je l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? C'est ma moitié. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être une fois de plus à nos côtés pour une nouvelle émission. C'est un sujet sensible que nous allons aborder aujourd'hui, celui de la maladie d'Alzheimer, et c'est aux conjoints de personnes atteintes par cette maladie que nous avons décidé de donner la parole. Alors pour éclairer leur témoignage, c'est le docteur Alain Bérard qui sera notre spécialiste cet après-midi. Bonjour, merci d'être là. Merci. Vous êtes médecin de santé publique et vous êtes un spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi est-ce si délicat de parler de cette maladie qui touche pourtant plus de 850 000 personnes en France, des personnes diagnostiquées, mais il y en a plein qui ne le sont pas certainement. Exactement. La maladie d'Alzheimer, ça reste quand même la deuxième maladie la plus redoutée des Français après le cancer. Comme vous l'avez dit, c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. Plus de 850 000 personnes malades, avec 3 fois plus de personnes concernées de manière directe et indirecte. Et pourtant, effectivement, on a beaucoup de mal à en parler dans le cercle familial ou dans un cercle plus large. Pourquoi, selon vous, est-ce important de consacrer une émission, en l'occurrence la nôtre aujourd'hui, aux proches de ceux qui sont atteints par la maladie? Je pense qu'il y a un point très important, c'est que même si la société a évolué, c'est une maladie qui reste encore taboue, fortement taboue. On a honte d'en parler, et la période où on enfermait grand-père lorsqu'on se réunissait en famille avec des amis, elle n'est pas si loin que ça. Et je crois que ce n'est pas de grand-père dont il faut avoir honte, c'est un peu des comportements indignes que l'on peut avoir. Et je trouve que on n'en parle pas suffisamment, on n'ose pas, et c'est pour ça que je suis très admiratif et très reconnaissant aux personnes sur le plateau d'oser venir présenter leurs témoignages, apporter leur expérience et puis répondre aux questions que les nombreux téléspectateurs peuvent se poser et qui n'osent pas le verbaliser. Alors vous qui nous regardez, l'un de vos proches est peut-être, hélas, lui aussi atteint par la maladie, alors n'hésitez pas à être acteur de cette émission en nous faisant parvenir vos témoignages sur notre page Facebook et sur Twitter. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie. C'est avec vous que nous allons ouvrir la première partie de notre émission intitulée... Je disais que c'est avec vous que nous allons ouvrir la première partie de notre émission intitulée « Quand la mémoire flanche ». Votre mari, Éric, est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis maintenant 9 ans. À quoi ressemblait votre vie de couple avant que les premiers symptômes n'apparaissent? Alors c'était une vie heureuse, un couple heureux. Nous étions jeunes, j'avais envie de dire jeunes et beaux. Et pendant toutes ces années, la vie s'est écoulée facilement. Nous avons eu 4 enfants, heureuses, mères accomplies. Alors, c'est en 2007 que vous avez commencé à vous inquiéter à propos de l'état de la santé de votre mari. Il était tout jeune, 54 ans. Qu'est-ce qui vous a alerté exactement à ce moment-là? Au fond, c'était en 2006. Il y avait des comportements qui étaient différents. Il avait, c'est au départ, et c'est toujours un être doux et conciliant. Et
Et petit à petit, je dirais son caractère de fond était différent. Il était plus soucieux, supportait plus les conflits, il prenait plus de décisions. Voilà, on avait plus de conflits familiaux. Mais bon, pas pour autant. C'est pas pour autant que je me suis alertée au début, parce que voilà, le mariage, c'est pas toujours facile. Donc, Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ça se passait dans son environnement professionnel? justement dans le cadre de son travail marchait moins bien, fonctionnait moins bien. Et, autour de lui, les gens ne restaient pas, comme par exemple sa secrétaire. Ses secrétaires ne restaient pas. Vous étiez au courant, vous, de ça? Je voyais bien sans comprendre. Et au fond, un jour, j'ai été à son bureau pour justement rencontrer cette nouvelle secrétaire. Et c'est alors que je me suis aperçue que son bureau était un vaste foutoir qui ressemblait plutôt à une chambre d'adolescent. Et à ce moment-là, j'ai réalisé... Ça ne lui ressemblait pas? Pas du tout. C'était un être organisé. Et au fond, cette mise en image m'a fait comprendre ce désordre intérieur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un dysfonctionnement. Et à cette occasion-là, je suis tombée sur des radios. En rangeant son bureau? En rangeant son bureau, avec la nouvelle secrétaire. Et j'ai tombé sur des radios. Des radios de quoi? Des radios faites par une neurologue, un scanner. Et au fond, j'ai tout de suite pris mon téléphone, puisque j'avais compris en l'espace d'un instant qu'il y avait vraiment quelque chose de grave. Et j'ai appelé cette neurologue qui m'a dit « Mais madame, je vous attends depuis 1 an. » Parce que mon mari était venu 1 an auparavant et avait donc laissé ses radios au bureau et avait occulté ce verdict. Donc 2 jours après... Il n'avait pas voulu vous en parler? Non, je crois que ça a été un choc immense. C'est pas de reproche, dans le déni. Mais dans le déni. Et comment vous avez vécu cette annonce de la part du médecin? Mais on n'a à peine eu le temps de s'asseoir que l'annonce est tombée. Donc d'abord, ça a été un choc immense. Et au fond aussi, une explication, une espèce de délivrance, de savoir pourquoi les conflits, tout ça, plus rien ne fonctionnait. Et à partir de ce moment-là, ça a été, je dirais, un démarrage à 2. On s'est dit, ben voilà, ça y est, c'est ça, c'est là. Maintenant, on va combattre à 2. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Oh, on a décidé de combattre à 2. Alors, comment on combat à 2? Qu'est-ce qu'on prend comme décision immédiate? Alors, pendant 1 semaine, on a décidé de rien dire. Et puis après, on s'est dit, impossible, impensable. De rien dire à qui? À l'entourage. Impossible, impensable, rien ne va plus. Et très vite, on l'a dit, voilà, d'abord aux enfants, à la famille. Et puis vous dites que vous avez cherché à le protéger de lui-même, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que finalement, quand la maladie se déroule petit à petit, eh bien, je pense que la personne peut être dangereuse pour elle-même, comme par exemple conduire. Conduire peut être dangereux pour lui-même et les autres. Donc il a fallu petit à petit voilà, le protéger de lui-même. Et ça a été dur de se désapproprier de sa vie. Il pouvait encore travailler? Il a travaillé quelque temps. Et puis petit à petit, voilà, il y a eu une incapacité au travail. Donc il a arrêté de travailler en 2009. Et ça, c'est très difficile pour un homme qui a toujours été actif. Bien sûr. Mais tout ça en accord avec lui-même. Et tout a été fait, les choses ont été discutées, vues, annoncées. Alors, votre comportement ne s'est pas modifié dans votre couple, sauf que lui, son comportement a changé. Comment vous le viviez, ça, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui n'était plus celui que vous aviez aimé au début? Oui, il y a une part de tristesse. Mais il y a une part forcément de tristesse, c'est comme quand on vieillit, quelque chose de triste. Mais on se fait à ça et on construit sur une autre base. Vous nous avez confié que parfois il vous agaçait.
Oui, mais oui, il y a tous des côtés très agaçants. Parce que Mais très par agaçants exemple parce qu'en fait, je pense que dans cette maladie-là, ce que le patient développe, c'est beaucoup d'inquiétude. Donc au début, oui, c'est agaçant, quelqu'un qui vous répète et qui exprime éternellement son inquiétude, mais quand l'aidant comprend qu'il y a des mots-clés qui rassurent, des mots à dire, eh bien les choses se font. Ça, c'est une perpétuelle adaptation de tous les jours. Rassurer, dire, redire, mais rassurer. Ça, je pense que c'est un des mots-clés de tout le monde... oui, tout un le des monde mots-clés approuve. du fonctionnement. Alors, Rassurer. Alain Bérard, vous êtes donc spécialisé de cette maladie. Vous approuvez manifestement ce qui vient d'être dit? Oui, tout Il à y a fait. des mots qui rassurent? On a besoin en permanence de repères. Et il est important de donner ces repères. Le comportement, je dirais, de la famille, l'entourage doit être encourageant, entourant, mais surtout pas enfermant. Donc il faut réexpliquer les choses de manière très simple. Il faut essayer d'avoir l'assentiment. Il faut montrer l'exemple. Et puis il faut à chaque fois refaire, créer des rituels, etc. Et c'est un travail de tous les jours. Pas facile parce que parfois on a aussi assez, on est humain et puis on s'énerve. Ce qui peut etc. agacer. Oui, tout à fait. On a vu cet homme rester dans le déni pendant 1 an. C'est quelque chose de fréquent d'être dans le déni quand on apprend cette maladie, peut-être si jeune comme ça? Alors, quand on annonce une mauvaise nouvelle, et en particulier une nouvelle grave, la maladie d'Alzheimer, eh bien, on passe traditionnellement par 5 phases. Tous. Première phase, c'est le déni. Non, docteur, c'est pas possible d'avoir une erreur, on doit se tromper, ce n'est pas moi. Une deuxième phase, c'est la colère. Colère contre le médecin parce qu'il n'a pas pu prévenir les choses. Colère, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Colère par rapport à mon conjoint, à ma conjointe. Pourquoi il me fait ça, etc. Et puis on arrive sur une troisième phase qui est la négociation. On négocie avec la maladie. Peut-être que si je modifie ceci, je vais retarder l'inéluctable. Et puis malheureusement, l'inéluctable, par définition, est inéluctable. Et on arrive donc sur la phase de la dépression. Et enfin, sur l'acceptation, le fameux deuil dont on parlait tout à l'heure. La période de Ces déni... phases que vous décrivez, c'est exactement ce qui se passe après un deuil, quand la perte d'un être humain. Et c'est ça, qui va précéder ce qu'on appelle le deuil, c'est-à-dire l'acceptation que les choses ne sont plus comme avant. Là, nous parlons de deuil blanc puisque la personne malade n'est pas décédée, mais nous avons perdu ce qui existait déjà avant. Le deuil de la vie d'avant, quoi. Exactement. Voilà. Et cette phase de déni, pour répondre à votre question, elle est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ça dépend de l'entourage, la présence, l'accompagnement de l'entourage, et puis ça dépend aussi de l'âge. Quels sont les symptômes qui doivent alerter? Alors, on parle souvent d'une voiture qu'on ne retrouve pas sur son parking. Alors là, je dis ça, mais tout le monde va se dire, oh là là, ça m'arrive souvent de ne pas retrouver ma voiture sur le parking. Alors c'est vrai que traditionnellement, classiquement, c'est un trouble de la mémoire des faits récents. Mais moi, je vous avoue, je sors d'un hypermarché dont je ne citerai pas le nom, bien entendu. Je ne sais plus où est garée ma voiture. Moi non plus. Mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Ça veut dire qu'on a plein de choses en tête et qu'on ne s'est pas concentré sur ce genre de... Voilà, c'est ça. Mais lorsque ces événements se produisent de manière régulière, ça va avoir des répercussions dans ma vie de tous les jours. Et à ce moment-là, c'est effectivement un signe d'alerte. Et après, il y a d'autres signes. La mémoire, vous avez compris, c'est la mémoire récente. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons la mémoire? C'est parce que nous nous rappelons des événements très anciens. Et vous voyez, c'est très trompeur. Parce qu'on se dit, mais non, il se souvient très bien de ce qu'il a fait il y a 10 ans, 20 ans. Et puis par la suite, vous allez avoir d'autres troubles qui vont survenir et des incapacités. Il y a des choses que vous saviez faire avant que vous ne savez plus faire par la suite. Alors, on va saluer Lisiane et Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Lisiane, c'est un peu votre cas, puisque vous êtes atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que vous avez une bonne mémoire de votre passé, de votre enfance, moins de ce qui s'est passé récemment. Ah oui, tout à fait. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de l'équipe qui est venue vous rendre visite, de l'équipe de tournage? Je me rappelle d'Antoine. Antoine. Ah ouais. Antoine. C'était le cadreur, Antoine. Oui, c'est celui qui... Caméraman. Caméraman. Pourquoi vous vous souvenez d'Antoine? Il m'a marqué parce qu'il avait sa barbe. Ah. Comme votre mari? Oui, comme mon mari. D'accord. Et puis il a une tête, voilà, parce que moi je suis une personne qui est très sensible, très tactile. Et si ça passe ou ça passe pas.
Et cette personne-là, voilà, c'est passé tout de suite. Ah bon, vous n'êtes pas allé toucher sa barbe quand même. Ah non. Oh bah non. Alors, en tout cas, c'est en image que nous allons découvrir à quoi ressemble le quotidien que vous partagez tous les deux depuis que la maladie a fait irruption dans votre couple. Je vous remercie vraiment d'être sur notre plateau aujourd'hui. C'est pas facile de témoigner, mais je pense que ça aidera beaucoup de couples qui se trouvent peut-être dans la même situation que vous. Alors, avec l'apparition de la maladie, vous avez dû repenser votre vie à deux, garder l'amour en mémoire. C'est le titre que nous avons donné à ce reportage. À Rodez, dans l'Aveyron, Lisiane a 59 ans et il y a 7 ans, elle a appris qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Pour éviter de se perdre, elle ne sort jamais sans Jessica, son auxiliaire de vie. Alors, il ne faut pas oublier, je prends des chouquettes aujourd'hui. Ok. Hein? Et puis, surtout, hein, pas oublier qu'il en faut 2 pour... Jeudi. On commande le pain pour jeudi. Ouais. Et bonjour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, ça va. Leurs sorties sont rares, car Jessica n'est là que le matin. Les chouquettes, Ah ouais. 20 Ouais. et les 2 pains tranchés. Les 2 pains. Mais elles permettent à Lisiane de garder un lien avec le monde extérieur. Je remarque 2 pour jeudi. Ah oui, oui, oui. Ça vous fera 11,40. C'est pas là. Ah, ce sac, tu sais. Bah, c'est pas là non plus. Ah, Vous voulez pas me payer aujourd'hui? non. C'est gratuit? Non, c'était hier. T'exagères. Je vous ai mis les chouquettes, Oui, les 2 pains, j'ai marqué pour jeudi. oui. Tout est parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. À jeudi. À jeudi. Je me sens à l'aise avec Jessica. J'en ai vraiment besoin. C'est ma bouée de sauvetage. Dans mon métier, je côtoie la maladie d'Alzheimer, mais Lisiane est la seule personne jeune malade d'Alzheimer. Moi, je viens chez elle pour l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Pour moi, je suis une personne normale. Je suis une personne qui a besoin d'être aidée, d'être secondée, mais pas assistée. À son retour à la maison, pas question pour Lisiane de se laisser aller. On les coupe pas trop gros, parce que mon chéri va bientôt arriver et va avoir faim, donc il faut que ça cuise rapidement. T'as allumé le gaz? Je sais pas. Parce que moi, je crois pas que je l'ai allumé. Hein. C'est bon? Oui. Hop, hop, hop. Chaque jour, elle met un point d'honneur à préparer le repas pour son mari. Une manière pour elle de garder sa place d'épouse. J'essaye de participer le plus possible pour pas perdre mes habitudes. Je fais comme avant, avec plus de difficultés, mais je veux faire au maximum. C'est très important. Je ne veux pas me laisser aller. C'est hors de question. Ah. Comme tous les midis, Philippe rentre du travail pour déjeuner avec Lisiane. T'as pas eu trop de pluie? Bah si, c'est ça le problème. Depuis que sa femme est malade, il a réorganisé leur quotidien. Et des fois, elle se repose sur moi, donc là, moi, je prends le relais. Mais j'essaie quand même qu'elle participe. Au quotidien, ce que je fais, je lui mets des penses bêtes. Genre le tableau, je mets juste des phrases. Ça l'empêche pas après de faire autre chose. La maladie d'Alzheimer peut être un poids. Mais on fait en sorte de l'oublier un maximum, de l'effacer un maximum. Je suis fier de Lisiane, je suis fier de ma femme. Et je pense que depuis que la maladie est là, je pense qu'on s'est rapprochés encore plus. Et moi, mon mari, c'est mon ange gardien. Oui, si on veut. Ah. C'est celui-là que je veux. Il y a 3 ans, Lisiane s'est découvert une nouvelle passion, la peinture. Et dès qu'elle sort ses pinceaux, Philippe est à ses côtés pour l'aiguiller. Imagine qu'il y a une ligne Ouais. qui part de la pointe du bec Ouais. jusqu'à la pointe de la plume, là. Ouais, comme ça? Ouais, à peu près, ouais. Généralement, quand elle fait la peinture, je l'aide un petit peu, mais je la laisse se débrouiller, parce que quand elle se concentre, elle a du mal à faire 2 activités à la fois. Quand je suis dans la peinture, je suis dans mon élément. La maladie, je l'ai, mais pendant ce temps-là, j'y pense pas. Ah, là aussi? Ouais, ça va de là, tout ce côté-là. Ah, faut que j'en mette là aussi? Oui, regarde. Quand on est amoureux jusqu'au bout. Dans le meilleur, dans le pire. Si je l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? C'est vrai. Ah ouais, ce serait... Pour moi, ce serait... voilà. C'est ma moitié. She said there's something missing in my life.
Dites donc, Lisiane, vous faites un triomphe auprès du public. Merci. Ce qui est surprenant, c'est votre lucidité. On sent que vous cohabitez avec cette maladie, que vous la combattez, mais qu'elle est très présente dans votre esprit. Vous savez, je ne veux pas y penser à la maladie. Ouais. La maladie, c'est mon ennemi. Mais mon ennemi, je le mets par-dessus mon épaule. Et je vis le jour. Ouais. Alors vous dites, ce qui est beau, c'est d'être amoureux. On n'oublie pas alors qu'on est non. amoureux. On n'oublie pas les sentiments qu'on éprouve. Non, jamais. Hein, ça, c'est une question que j'ai. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas. Non, jamais. C'est une question que j'ai envie de vous poser. Ça, elle parle de le fait d'être amoureux. Est-ce que ça peut s'oublier des sentiments? Malheureusement, oui. Ouais. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je suis très, très touchée. Ouais. Et les images, la tendresse, la complicité, l'amour, c'est un moteur très très fort. Malheureusement, dans certains cas, parce que vous êtes un couple soudé, vous avez une histoire particulière, vous avez des caractères particuliers qui vous préservent dans ce cadre-là. Et je dirais, malheureusement, on n'en bénéficie pas tous. En tout cas, vous êtes un exemple. Mais c'est ma force de vivre. Ouais, c'est notre force de vivre. Ah oui, c'est notre force de On vivre. reste un couple avant tout. Et vous dites que ça vous a même rapproché. Oui. C'est ce que vous disiez dans le reportage. Je pense que je suis plus à l'écoute de ma femme, je suis plus patient que je n'étais avant. J'essaie de la protéger sans la surprotéger. Quelle chance vous avez, Ah ouais, Lisiane. la Marie en or. Alors, quels ont été les premiers signes de la maladie? Les premiers signes, c'est que je travaillais et le matin quand je partais 1h30 avant et j'avais normalement un quart d'heure de trajet. Et en pourquoi vous mobilette. partiez si tôt? Parce que je ne le disais pas à mon mari, mais je me perdais. Et puis, des moments, j'arrêtais la mobilette. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi vous ne le disiez pas à votre mari? Parce que des fois, je n'y pensais pas. À lui dire? Oui. Et puis, je ne voulais surtout pas l'inquiéter. Ouais. Et vous, ça vous inquiétait? Ah, des fois oui, des fois non. Je voulais passer outre. Mais au fond, vous vous disiez, c'est pas normal que je me perde comme ça. Si vous voulez, j'ai ma maman qui a eu la maladie. Donc déjà, je connais la maladie. Et en plus, j'ai travaillé avec la maladie d'Alzheimer. Parce que? J'étais auxiliaire de vie. Donc, vous vous êtes dit, c'est peut-être héréditaire? Oui, j'y ai pensé. Hérédité? Très rare, très rare. Très rare. Bien moins, c'est de l'ordre de 0,3%. D'accord. Vous perdiez votre chemin, mais il vous est arrivé de perdre autre chose? Il y a eu un moment où je me suis vraiment perdue. Là, ça a été catastrophique pour moi. On était chez ma belle-sœur. Oui. J'ai été faire des courses avec elle. Elle a été à la banque et moi, je lui ai dit, je vais chercher mes cigarettes. Et quand je suis sortie des cigarettes, là, je ne savais plus du tout, mais où j'étais. Où je suis. Avec qui je suis. Dans quelle ville. Je ne savais plus rien. Et pour me rappeler, je me suis rappelé après que j'étais avec Catherine. Mais Catherine, elle a une voiture. C'était une voiture rouge. Ah. Mais le problème, c'est que sur le parking, Il y en a il y en plein. avait Ouais. 20 ou 30. Mais dans la sienne, il y avait quelque chose de particulier. Ah ouais, dans la sienne, il y avait quelque chose de particulier. Elle aime les bourriquets. Les bourriquets? Oui, Les tisanes, quoi. les tisanes. Qui dodelinent de la tête. Voilà. Et j'avais acheté ce petit bourriquet pour mettre dans sa voiture. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la voiture. Et quand elle est arrivée... Ouais, mais quand même, là, vous aviez recouvré vos esprits, quand même, puisque Un peu, vous vous souveniez un que la peu. voiture était rouge, qu'il y avait un bourriquet dans la voiture, etc. Oui, non, mais c'est... faut vous imaginer que c'est pratiquement 1h30 après. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ouais. Alors, vous parlez de Catherine, Oui. vous vous souvenez de son prénom, pourtant il vous arrive de les oublier, les prénoms, justement. Pas les prénoms que j'aime. Ah bon? Ah non. Et le prénom de la dame qui est assise à côté de vous? Ah, je sais pas. Et le mien? Ah, alors là,
Ouais, ça, c'est dur pour l'ego. Hein. Alors là, Je suis désolée. Je vous vois à la télé, mais Ouais. je ne me rappelle pas de votre prénom. bon, bah, c'est pas Vous grave. êtes charmante, hein. Ouais. Mais voilà. Les sentiments et l'affectif, stimuler l'affectif, j'ai l'impression que c'est un bon moyen de combattre. C'est un très bon vecteur et ça permet, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on éprouve une émotion à un moment donné et ça rappelle, ça réveille certaines choses et ça préserve effectivement. On ne se souvient pas des événements, mais on se souvient de certaines émotions et avec qui on les a partagées. Vous lui avez caché donc longtemps que vous vous perdiez le matin en allant travailler, et puis finalement vous avez trouvé le courage de prendre rendez-vous avec un médecin. Vous y êtes allée toute seule? Non, il était à 2. Donc là, vous lui en aviez parlé. Bah, c'est-à-dire que quand on est rentré de chez Catherine, Ce jour-là? ce jour-là, Ouais. le lendemain, Ouais. j'y ai dit, j'y ai avoué. Ça doit Parce être que très j'ai eu- angoissant, ça. J'ai eu vraiment très peur. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui m'a fait sauter le pas de dire, Ouais. faut que j'aille consulter. Qu'est-ce que vous êtes dit, vous, quand elle vous en a parlé? Bah, moi, je m'en doutais un peu par rapport à d'autres événements. Par exemple, elle prenait de l'argent, mais elle savait plus ce qu'elle faisait de l'argent. Ouais. Elle tirait sur le compte des fois 2-3 fois dans la semaine de suite, sans savoir où était l'argent. Il n'y avait pas d'achat, elle ne faisait pas d'achat, c'est pas ce que l'argent devenait. Et par rapport à sa mère qui avait une maladie, je me doutais... Vous étiez inquiet. J'étais inquiet, quoi, mais c'est difficile. Mais c'est pour ça que c'est important d'être à 2, d'avoir un diagnostic pour savoir ce qu'il en était réellement, quoi. Donc C'est vous dur, c'est vous dur, êtes le rendus diagnostic. tous les deux à la consultation. Oui. Comment elle s'est déroulée, cette consultation? La consultation, j'ai fait d'abord un test de mémoire. Alors, on est passé d'abord par le médecin Généraliste. généraliste qui nous a envoyé faire un test de mémoire. Chez un neurologue? Oui, avec Oui. un neurologue, oui. Oui. Et après, j'ai vu le neurologue à la suite de l'examen. Enfin, Et alors après, on a fait des examens, leur IRM, scannigraphie, enfin, stratigraphie, des trucs normaux, quoi, des trucs classiques. C'est une maladie que l'on décèle sur des images, Alors, sur d'une manière un générale, scanner Il faut juste que je vous précise qu'on ne pose pas le diagnostic avec certitude, parce que malheureusement, c'est fait avec l'autopsie, donc avec le décès. C'est un diagnostic fortement probable. Et pour cela, il faut avoir le maximum d'arguments. Et un argument, ce sont les différents tests neuropsychologiques que l'on fait pour regarder un tout petit peu quelle est la diminution des capacités intellectuelles, cognitives, etc. Il y a effectivement de l'imagerie, plutôt IRM, mais plutôt pour écarter d'autres causes qui pourraient expliquer vos différents signes. Il y a aussi des prises de sang que l'on fait pour vérifier certaines choses. Mais c'est un faisceau d'arguments qui permet à bout d'un moment de faire un bilan, de se dire Et pourquoi on ne parvient pas à faire un diagnostic précis et totalement fiable à 100%? Parce qu'on est encore dans une boîte noire, je dirais, on ne connaît pas la cause de la maladie. On a certains signes, des lésions au niveau du cerveau qui peuvent induire ces signes, mais il y a des personnes qui ont des troubles, mais qui n'ont pas ces signes. Ouais. Donc on n'a pas de certitude par rapport à ça. D'accord. C'est l'une des grandes difficultés, justement, pour le professionnel quand il va annoncer un diagnostic dont il a une forte probabilité, mais pas une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quels sont les mots qu'on a utilisés? Le premier diagnostic, on n'a pas donné les mots. Il y a eu un deuxième rendez-vous chez le neurologue 3 mois après, mais ce rendez-vous-là, c'est la seule fois que je n'ai pas pu l'accompagner. Et là, c'est elle, je parle à ta place, mais Non, je peux le dire. c'est là. elle qui a demandé au neurologue ce qu'il en était. Et la réponse a été Mais madame, la maladie, elle est là. Vous l'avez. Ben, vous savez, c'est moi, avant de sortir, ce que je me suis dit, mais quand même, je viens pas au neurologue pour rien. Et c'est moi qui ai dû lui poser la question. De savoir. Pourquoi les médecins ont autant de mal à dire, à donner ce diagnostic et à prononcer ce mot? Parce que quand je vous annonce le diagnostic, je vous annonce, entre guillemets, la fin de votre monde. Ouais. Et derrière, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Ça. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement curatif. Et les traitements médicamenteux, ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire qui ont vocation à freiner l'évolution de la maladie, etc., ne sont pas toujours efficaces. Donc il y a une certaine réticence de la part de certains de mes confrères à leur annoncer. Ça se travaille maintenant avec les générations qui arrivent les Pourquoi formations. cette réticence? Parce que est-ce que plus on le sait tôt, plus on pose un diagnostic tôt, mieux on combat ou pas? Ou ça, on n'en sait rien? Vous avez de grandes écoles par rapport à ça. Il y avait effectivement une école qui vous dit, plus vous l'annoncez tôt, plus ça vous permet de vous préparer
de préparer son entourage, de s'organiser pour vivre de manière plus intense les moments présents. Et puis il y a une deuxième école qui dit, mais à quoi ça sert d'annoncer une mauvaise nouvelle à une personne dont par la suite on ne pourra rien faire? La dégénérescence est irrémédiable? Elle est irréversible, elle est irrémédiable, exactement. Oui. Est-ce qu'on peut se préparer à freiner cette dégénérescence, à la ralentir? Il y a maintenant de plus en plus d'études qui nous permettent de savoir qu'il y a des actes, des actions à faire qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Et un des facteurs très importants sur lequel j'insiste, et je suis content de vous entendre là-dessus, c'est la préservation du lien, de la relation. Beaucoup plus que les exercices de mémoire. Parce que, comme on dit souvent, un prix Nobel a aussi malheureusement la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas le fait d'avoir une forte activité intellectuelle, mais c'est le fait d'avoir un entourage présent et d'être tout le temps stimulé. Ça, c'est primordial. Ça, vos paroles me touchent énormément. Ça, l'affectif, il n'y a rien de mieux. Ne pas rester enfermé, avoir des relations, continuer à avoir des relations sociales, en développer d'autres. À mon avis, c'est plus efficace que les médicaments. S'entourer, rester actif, voir du monde, refaire des activités. Elle fait de la peinture comme elle fait, voir des associations pour s'aider. Vraiment s'ouvrir. Vous continuez à avoir vos amis? Des amis ici, j'en ai pas beaucoup. Où ici? Enfin, dans l'Aveyron. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on est arrivé et puis... Ça fait 10 ans quand même déjà. Ah, bon. Pour moi, il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, c'est pas bien grave. C'est comme ça. Je ne sais plus la question. Les amis? Oui, mes amis, c'est la famille de mon mari. Toute sa famille. Ah ouais, ça... Et... Si, des amis, j'en ai. Mais j'ai... Les auxiliaires de vie qui viennent mes tous les auxiliaires jours. de vie. J'ai une amie très chère, c'est Marilyn. Je pense qu'elle regardera l'émission, je fais un petit coucou. Et il y a Sébastien. Ah ben, elle se souvient des prénoms alors? Ah, mais Parce oui, que ça la touche, c'est effectif. Voilà. C'est Voilà. très... Bon. La cuisine, vous pourriez la faire seule? Non, Parce que... j'aurais beaucoup de mal. Ouais. J'aurais beaucoup de mal parce que je vais me mettre à faire quelque chose Ouais. et puis je vais partir. Ouais. Mais quand je reviens, je ne sais plus ce que je veux faire. Donc, le problème, il est là. C'est... je repars, je reviens. Bah oui, mais ça ne revient pas quand même. Alors, vous avez gardé un sens de l'humour incroyable. Vous avez toujours eu beaucoup d'humour comme ça? Non. Ah bon? Non. C'est nouveau alors? Oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, c'est vrai? Oui. Ça alors, vous voyez, des choses positives comme ça qui peuvent arriver malgré la maladie. Vous savez, notre sens, maintenant, je lâche tout. Ce que vous ne faisiez pas avant. Beaucoup moins. Mais Donc maintenant, ça, c'est positif. oui. C'est positif, ça vit tout à 100% le bien comme le mal d'ailleurs. Ouais. Ouais. Elle prend tout sans recul, sans barrière. Et on se lâche, quoi. On dit, on a fait un travail sur le passé, sur l'avenir, on vit le temps présent à 100%. C'est comme ça qu'on s'en sort Une le mieux. philosophie de vie, hein. Il ne faut pas oublier que nous avons le sentiment d'avoir du temps devant nous et nous vivons dans le compromis. Et vous savez que le temps vous est compté quelque part et il faut profiter au maximum. Donc on laisse un peu de côté les compromis, on se fait plaisir, on essaie de faire plaisir à côté de soi et on vit plus intensément pour avoir les meilleurs souvenirs par la suite. Béatrice, vous êtes d'accord, vous aussi, sur l'importance de l'affectif et du lien? Complètement. Ouais. Tout fonctionne comme ça, sinon ça ne fonctionnerait pas. Bernard a l'air d'accord aussi sur cette Partage idée. complètement. Bonjour, Oui. merci d'être là. Très touchant, évidemment, tous ces témoignages, parce que c'est avant tout de l'amour dont on parle là aujourd'hui. c'est que ça, Du lien, de l'amour et de comment on maintient ce lien. Malgré tout, vous, votre femme souffre également de la maladie d'Alzheimer. Ce diagnostic date de quand? De fin 2005. De fin 2005. Donc il y a 10 ans. Ouais, voilà, 10 ans. Vous comparez cette maladie d'Alzheimer à une rivière. Oui. Pour quelle raison? Alors, j'ai pris conscience après ces événements qu'on était embarqué sur une rivière sans retour, puisque aujourd'hui la maladie d'Alzheimer n'a pas de médicaments, n'a pas de traitement qui permet de stopper la maladie, voire je dirais, d'améliorer même les conditions de vie des malades d'Alzheimer. Donc c'est une rivière sans retour. Et avec le recul aujourd'hui, il y a des moments où la rivière est lente, il y a des moments où c'est terrible. L'amnésie, la perte de la mémoire, mais la perte de la mémoire, c'est pas le principal.
Il y a l'aphasie. L'aphasie, c'est la perte des mots dans le langage. Alors, le langage, je vous rejoins tout à fait. Après, c'est l'affectif, c'est les gestes qui vont permettre d'échanger et de se comprendre souvent assez facilement quand même. L'aphasie, l'apraxie, alors l'apraxie, c'est terrible parce que c'est la perte des habitudes pour s'habiller, la perte des mouvements, etc. Et là, à ce moment-là, on a vraiment besoin d'aide pour pouvoir faire face à la situation. Et le dernier, c'est l'agnosie, hein, c'est la perte de la connaissance des visages notamment. Et j'étais obligé de couvrir, par exemple, à une époque, les miroirs que j'avais dans mon appartement avec des draps, parce que quand elle se voyait, Marie-Madeleine se voyait dans le miroir, elle tapait sur le miroir. Elle a même cassé un. Hein, tapait, cognait sur le miroir, en se voyant dans le miroir. Parce qu'elle disait quoi? Je pense qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle ne connaissait pas la personne qu'elle voyait dans le miroir, qu'elle ne connaissait plus la personne. Elle ne se reconnaissait plus. Et bon, après, c'est passé, hein, ça dure un certain temps. Après, on enlève le drap sur le miroir et ça pose plus de problème. Parce que alors, tout ça, c'est la rivière qui s'est accélérée, comme vous dites, c'était en 2009, c'est des rapides, si vous voulez. C'est des rapides. Alors, le principal rapide, ça a été quand même l'incontinence. Parce que, alors c'est pas de l'incontinence au sens où on l'entend classiquement, c'est-à-dire des pertes, c'est le mental qui ne permet plus, je dirais, de répondre aux besoins de la personne. Et ça, c'est terrible. Parce que, par exemple, on couchait dans le même lit, on couche toujours dans le même lit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai 2 matelas distincts. Ça veut dire que le matin, je peux enlever le matelas, enfin le drap de son matelas et les laver, si vous voulez. Donc de séparer, c'est adapté à ce problème d'incontinence. Mais l'incontinence, c'est dur à vivre. Et surtout quand on n'est pas habitué à ça, on n'est pas préparé à ça. Mais finalement, on arrive. On ne récupère jamais tout ça, c'est-à-dire les mots, on ne les a jamais retrouvés. On ne revient pas en arrière. Donc c'est vraiment un retour. Par contre, on a toujours eu un projet de vie qui était de continuer à vivre comme on vivait avant, alors avec toutes les pertes bien sûr qui s'enchaînaient. Et je l'ai emmené, on était à Venise en 2009, j'ai failli la perdre dans le Palais des Doges. On a été à Rome, le dernier voyage qu'on a fait c'était à Rome, à l'Ascension de 2010. Et là, j'ai vraiment eu un stress énorme que je n'ai jamais eu dans ma vie. C'est quand... pour ceux qui connaissent la place Saint-Pierre, il y a des toilettes énormes au Vatican. Et il y a une file pour les hommes et une file pour les femmes. Bon, donc ma femme était dans la file pour les femmes et moi j'étais dans la file pour les hommes. Et la file pour les hommes avance beaucoup plus vite que la file pour les femmes. Et comment vous l'expliquez ça? Alors, et donc j'avais... je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais repéré donc, que devant elle, il y avait telle personne qui était habillée en rouge, et en me disant, je la récupère à la sortie. Le problème, c'est que j'ai attendu la sortie. Je ne l'ai jamais récupérée parce qu'elle avait quitté la file. Mince. Et il y avait quand même 20 ou 30 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Et alors là, j'ai quand même commencé à me faire du mouron en me disant où vais-je la retrouver? Et finalement, je l'ai retrouvée 1 heure après, près de à l'endroit où il y a une fontaine, d'où on peut voir le pape bénir la foule. Elle était là et elle m'attendait. Donc je dis c'est la Providence qui m'a emmené ma femme. Parce que là j'étais mal, hein, j'étais vraiment mal. Vous n'avez jamais envisagé de vous séparer de votre femme. C'est important pour vous d'être à ses côtés. Quelle que soit l'ampleur des gestes que vous devez accomplir pour elle. Parfois il y a des choses, vous parlez de l'incontinence, parfois il y a des gestes qui sont un peu humiliants, rabaissants pour le malade et c'est difficile d'envisager de faire ça pour sa femme, j'imagine, c'est pas évident. Alors, je vais toujours laisser le plus longtemps possible le maximum de liberté. Par contre, elle a fait des choses que je ne la soupçonnais plus capable de faire. J'habite un peu sur les collines à Lyon, là, de pouvoir aller au centre commercial de la Pardieu. Elle adorait les sacs, mon épouse, les sacs de marque. Donc, elle est partie, elle a traversé Lyon avec les 100 tickets de bus. Elle a réussi à passer l'échangeur de péage, que j'avais compris comment elle s'était retrouvée.
Et puis finalement, elle s'est fait chez le marchand de sacs. Bah, elle ne savait plus payer, elle était partie sans rien, comme elle était habillée. Bon, ils ont vu tout de suite qu'ils avaient affaire à une malade, ils l'ont envoyée aux urgences. Alors, quand vous rentrez le soir, qu'elle n'est plus là, j'ai téléphoné à la police. La police m'a répondu, de toute façon, monsieur, ne vous inquiétez pas, on les retrouve toujours. C'est vrai d'ailleurs. Et j'ai eu la chance là aussi que, comme elle avait été hospitalisée dans une unité de recherche du CHU, ils ont réussi à retrouver. Elle avait un bracelet, parce qu'elle a un bracelet avec son nom, hein, mais, qu'elle peut pas retirer. Donc ils ont retrouvé mon numéro de téléphone et je l'ai récupéré, il devait être 20h30 le soir. Ça, c'est peut-être un conseil qu'on doit donner à ceux qui nous regardent et qui sont dans ce type de situation. Porter un bracelet avec un numéro. Il y a parfois des situations, on le voit, qui peuvent être jusqu'à être désopilantes, hein, des situations complètement absurdes. Comment concilier justement ce rôle difficile d'aidant, celui d'époux et de femme? C'est pas évident quand même hein, de maintenir une relation de couple. Pour beaucoup de maris et d'épouses, l'aide, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, lorsqu'on épouse quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. On le soutient, on l'accompagne, on l'aide, mais ceci pour toutes les activités de la vie et pas uniquement dans le cadre de la maladie. Le plus souvent, eh bien, dans l'aide que l'on peut apporter à la personne malade, à son conjoint, eh bien, c'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose, on ne se pose pas la question, on ne se dit pas, mais est-ce que là, je suis dans le rôle du mari? Est-ce que je suis dans le rôle de l'aidant? On ne se cantonne pas par rapport à ça. Alors, ce qu'on a le plus souvent, c'est une demande d'information, c'est-à-dire comment la maladie va évoluer, qu'est-ce que je peux faire pour être plus efficace par rapport à ça. Et puis un deuxième point aussi, c'est qu'on sait très rapidement qu'à un moment donné, il faut déléguer un peu. Vous parlez tout à l'heure de la toilette, par exemple. Ce n'est pas évident de faire la toilette intime de son mari, de son père, etc. Et à un moment donné, le rôle d'aidant doit donner place à l'aidant professionnel ou à l'aidant bénévole. On a le droit, on a forcément droit à un auxiliaire de vie, à un aidant. Alors, lorsque le diagnostic a été posé, quand je dis on a droit, ça veut dire est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que voilà? Alors il y a deux choses très importantes. Il y a le système de santé et tout ce qui relève du sanitaire, c'est-à-dire médecins, infirmiers, etc., est pris en charge à 100%. Lorsqu'on parle de l'auxiliaire de vie, etc., on est sur un champ social et médico-social. C'est un autre financement et il faut demander ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a une évaluation avec une grille et cette grille, elle n'est pas très bien adaptée pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il faut se rapprocher des professionnels sociaux, la mairie par exemple. Cécile, bonjour. Merci d'être là parmi nous. Contrairement à nos précédents invités, la maladie est arrivée brusquement, pour reprendre vos propres termes. Oui. Expliquez-nous. C'était fulgurant, et ce que vous venez tous de raconter me donne le sentiment, aujourd'hui je dirais que mon mari est parti brusquement sur une autre planète. Et au fond, cette planète, c'était moi. J'ai découvert que c'était moi, et que le seul lien qui nous... C'est-à-dire C'était moi, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que moi qui avait de l'importance pour lui. Il s'est désintéressé de tout le reste, et ce lien qui restait, c'était amour, c'était l'amour. Les premiers signes qui vous ont inquiété, il a perdu du poids? Premier signe, avant même qu'on puisse en parler, c'était une perte de poids spectaculaire. J'étais partie en voyage, j'étais engagée dans une organisation humanitaire, j'étais partie 3 semaines. Au retour, j'ai découvert qu'il avait perdu environ 10 kilos en 3 semaines. Et je sais aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui que c'est un symptôme assez fréquent, paraît-il. Qu'est-ce qui se passe? La personne mange un problème moins de métabolisme. Ah bon, un problème de métabolisme. Jusqu'à la fin, mon mari a aimé manger, a mangé normalement, et il s'est progressivement amaigri jusqu'à devenir un squelette. Ah d'accord. Première alerte, on m'a dit non, mais les femmes, vous n'êtes jamais contentes, on est trop gros, on est trop maigre. Voilà, première réponse du médecin. Il a continué à se... J'ai vu apparaître ce désintérêt du monde, ce désintérêt de la vie, ce désintérêt des choses qu'il aimait, des livres en particulier. Mais ce désintérêt global, retour chez le médecin, et le médecin m'a répondu, foutez-lui la paix, il a bien gagné le droit d'être distrait. Donc je suis repartie avec mon mari par la main. Très peu de temps après cette consultation, il y a une alerte, un accident de voiture. Mon mari a perdu conscience, on était sur une petite route de campagne, il a perdu conscience, on est parti dans les vignes, la voiture s'est incarcérée dans les vignes, et il m'a dit « Pourquoi tu cries ?» Quand la voiture s'est arrêtée, pourquoi tu cries? Aucune conscience de ce qui s'était passé.
Alors, vous avez pris les choses en main de façon à comprendre le mal dont souffrait votre mari. C'est ce que nous découvrirons dans quelques instants. Vous qui nous regardez, les parcours de nos invités ne vous laissent sans doute pas indifférents. Alors, n'hésitez pas à nous livrer vos réactions sur Facebook et sur Twitter. À tout de suite, après ces quelques messages de la rédaction. Ils ont cru tout perdre. Je me réveille, j'ai 4 médecins à mon chevet qui m'expliquent que j'ai été amputé des bras et des jambes. Pendant 23 ans, j'ai cet homme dans ma vie, à mes côtés, et puis à un moment donné, il n'est plus là. Il est parti pour une autre. Et je somatise tellement cet homme que j'ai dans la peau que j'ai un cancer de la peau. Et pourtant, ils ont rebondi et se sont accrochés à la vie. De piloter, ça me permet d'oublier ce qui m'est arrivé et puis de me prouver personnellement que ça a valu le coup que je me batte pour faire quelque chose que j'aurais certainement jamais pu faire en tant que valide. Le 21 janvier, j'ai voulu mourir de chagrin. Et dans la nuit, j'ai reçu 14 pages de fax. C'était que j'étais nommée par un jury américain meilleure femme d'affaires du monde pour la mode. Des parcours qui forcent l'admiration. Avec le recul, je pourrais dire que la seule chose banale qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de me faire plaquer à 50 ans par un mari de 40. Toucher le fond, quand on remonte, on se contente de ce qu'on a, on se dit je respire, je suis en vie. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous êtes venu témoigner dans toute une histoire il y a quelques mois ou quelques années et depuis, vous avez vécu de nouveaux événements. Suite à votre passage dans l'émission, vous avez totalement changé de vie ou d'état d'esprit. Depuis toute une histoire, vous avez renoué le dialogue avec un proche ou retrouvé quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Vous étiez venu témoigner de manière anonyme et désormais, vous vous sentez prête à vous exprimer à visage découvert. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Nous sommes de retour pour poursuivre cette émission consacrée aujourd'hui à la maladie d'Alzheimer, un mal qui frappe les patients, qui en souffrent bien sûr, mais aussi leurs conjoints. C'est ce que nous racontait Cécile, il y a quelques instants, avec laquelle nous allons poursuivre la discussion et ouvrir le second chapitre de cette émission, faire face à l'oubli. Alors que votre mari présentait depuis 2 ans des symptômes inquiétants, vous avez tiré la sonnette d'alarme auprès du corps médical. Pourtant, aucun examen n'a permis de trouver de quoi votre époux souffrait précisément. Nous étions alors en 2006. 2006, 2007. Effectivement, à partir de l'accident de voiture, il y a eu effectivement de l'imagerie médicale qui n'a rien révélé. Et nous sommes restés tout seuls. La seule chose qui nous restait, c'était le couple. C'était le couple et l'amour. Donc tout le reste n'avait plus d'importance. Et puisque j'étais devenue sa planète, il fallait que moi aussi, j'ai toute mon énergie à lui consacrer. Mais vous deviez être désemparée, vous, parce que vous avez dû gérer ça toute seule dans votre coin, sans aide médicale, non, sans rien. Sans aide médicale. Donc avec toute votre intelligence et votre amour. Et donc la première chose, c'était de s'alléger. Mon mari devenait un elfe, il était léger, il s'occupait plus de rien. Je me suis dit, je ne vais pas gérer toute la vie quotidienne, on va l'alléger. Donc on avait 3000 livres, il n'en ouvrait plus un seul, je les ai vendus, je les ai donnés. J'ai donné ou vendu, j'ai allégé tout ce qui était notre vie matérielle. J'ai eu l'intuition que de toute façon, on entrait dans quelque chose d'irréversible. Voilà, je ne savais pas quoi, je ne voulais pas mettre de mots. D'ailleurs, c'est une grosse difficulté que nous avons tous. Les médecins, les aidants, la famille, les amis. Avant de prononcer ce mot Alzheimer, on en met du temps. C'est ça. Avant de le prononcer et avant de l'accepter de l'entendre. Donc je voulais changer, je me suis dit que le grand air allait nous faire du bien. On parlait de stimulation. Il n'était pas question de faire à mon mari une stimulation intellectuelle. C'était, je l'ai vu un jour subir des tests. C'était une humiliation pour lui, une torture. C'était comme si on l'avait torturé. Et je ne voulais plus de torture. Ça m'est égal qu'on fasse... Je savais qu'il y avait une détérioration, mais qu'elle soit à 75% ou à 95%, je ne voulais pas le faire souffrir pour ça. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Et on est parti vivre au bord de la mer. On est parti à Saint-Malo. Je pensais que le grand air, la mer, la vie, la stimulation par la nouveauté. Et alors? Et ça a été, il a été très heureux. Très heureux. Pour moi, c'était dur parce que je me retrouvais dans une vie nouvelle. Et moi qui n'étais pas une sportive, on s'est mis à faire des kilomètres sur la plage, des kilomètres. Mais on a fait face comme ça pendant une année. Une année, on a vécu dans un 2 pièces au bord de la mer. On vivait au rythme des vagues, au rythme des marées. Et puis, on se promenait la main dans la main.
Et puis après, vous êtes parti où? Et après, alors après, le médecin m'a dit, vous pouvez pas rester à Saint-Malo. J'avais de la famille sur Paris, on est revenu sur Paris. Et c'est là qu'on a fait quand même les premières démarches pour faire un vrai... Je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Et j'ai vu une neurologue qui, effectivement, m'a dit, a posé le diagnostic d'une maladie à corps de Lévy, qui est une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer, qui a un symptôme de plus, c'est qu'il y a des chutes très fréquentes. Des pertes, c'est même pas des pertes de conscience, c'est des chutes, des pertes d'énergie, des chutes brutales avec tout ce que ça comporte comme danger. Et on a essayé de vivre à Paris, il y a eu de l'orthophonie, il y a eu un accueil de jour. Il a commencé à être pris en charge, mais alors moi, c'était épouvantable, parce que je disais, et moi? Je suis allée à l'accueil de jour, j'ai demandé s'il y avait quelque chose pour la famille, pour les aidants. On m'a répondu, il n'y a pas de budget. Ça a été une période de cauchemar. 7 mois à Paris, une période de cauchemar. Et donc, vous avez décidé de repartir. Et j'ai décidé, j'avais bourlingué pas mal en Afrique pour mon association humanitaire, j'avais vécu dans des villages, et j'étais admirative de la vie de famille, de soutien, de la solidarité. Je crois que c'est le mot. J'ai manqué de solidarité. Et je me suis dit, je vais partir dans un pays où on sait ce que c'est que la solidarité et où on sait ce que c'est que la maladie mentale. Ce mot Alzheimer fait peur. Or, il y a des civilisations, des sociétés, comme en Afrique, comme à Madagascar, où au contraire, les gens qui déparlent, comme ils disent joliment en Afrique, ils déparlent, perdent les mots, qui sont plus dans la... sont considérés comme des émissaires divins. Et donc on les respecte. Et je me disais, déjà ça, il va être respecté, il va retrouver une place sociale. Et puis moi, c'est une aventure, je me suis dit, ça va me permettre de survivre. Et donc, c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, vous avez dû rentrer Et pourtant, en on a France. dû rentrer. Pourquoi? Il y a eu une dégradation. aggravation. Oui, il y a eu une aggravation. On était bien entourés. Il y avait un couple de médecins qui vivait à côté de nous, qui m'ont dit, mais si l'aggravation, s'il devient, parce qu'avec la maladie à corps de Lévy, vous me confirmerez cela, il y a des risques de paralysie. Il y a des risques de paralysie totale. Donc cette aggravation, plus des considérations sociologiques, enfin sociales, nous ont contraints à rentrer. Donc vous êtes rentré en France, il est décédé 2 ans plus tard. Oui, il est décédé 2 ans plus tard. Vous vous y étiez préparé? Mais il a été, j'ai accepté, quelques mois après le retour en France, il a dû être hospitalisé à cause de ses troubles, à cause de ses difficultés. Et un médecin m'a alerté en me disant, mais tout repose sur vous. Et si vous avez un problème, qu'est-ce qui va devenir? Et là, on m'a dit, mais il y a des endroits avec des gens qui s'en occupent. Et vous pouvez le placer. Et pour moi, c'était difficile, je comprends. C'est quelque chose d'épouvantable. Et se séparer de quelqu'un qu'on aime et avoir l'impression de l'abandonner, c'est difficile. Mais j'étais partagée entre l'abandonner grabataire quelque part dans un hôpital ou le mettre dans un lieu où il serait accueilli. Et j'ai découvert le métier de soignant. Et j'ai écrit mon livre pour leur rendre hommage. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de votre témoignage, justement? Par rapport à notre relation avec le malade, je crois que c'est important, et c'est important de le dire aux conjoints, mais surtout aux enfants, aux petits-enfants, aux amis. C'est continuons à l'aimer tel qu'il devient. Et ne nous accrochons pas à la belle image que nous avions de lui ou d'elle. Continuons à l'aimer tel qu'il devient, avec ses dégradations, avec ses colères, avec les problèmes qu'il nous pose. Et aussi, acceptons qu'il soit heureux sans nous. Parce que mon mari a été heureux. Les 3 derniers mots qui lui restaient dans l'établissement où il était, c'était « ici, on est bien ». Très joli témoignage. Béatrice, votre époux souffre de la maladie d'Alzheimer. Il a été touché très très jeune par la maladie. Et donc, vous avez dû prendre une décision dont on vient de parler il y a quelques semaines. J'imagine que ça a été très difficile. Mais avant cette décision, je vous rejoins tout à fait. C'est qu'on a, pendant ces 9 années, donc il a réalisé et assimilé le fait qu'il avait cette maladie. Et nous avons décidé conjointement de développer le bonheur. D'aller au bout de vos envies. D'aller au bout de nos envies. Et quelquefois, quand je trouvais que notre vie manquait un peu de vie, j'ai essayé à tout prix d'aller chercher la vie à l'extérieur. Et alors, je l'ai fait sous différentes formes. Je me suis mis à chanter de l'Offenbach et
Et lui venait souvent à mes répétitions et je le bassinais avec mes CD où je répétais ma voix. Donc il finissait par la connaître très bien. D'ailleurs, cette photo, je suis en répétition et là, il est en train de savoir, mais où est-elle? Parce que je fais partie des chœurs. Donc il y a un intérêt, mais au fond, où est-elle? Donc ça a été un immense bonheur et je pense que la musique, quand on dit adoucit les mœurs, c'est vraiment ça. Donc on a vécu dans la musique et on a fait partie aussi d'une chorale. Et ça, c'est extraordinaire parce que la mémoire, peut-être vous allez me le confirmer, la mémoire musicale n'est pas la même que celle de la date d'il y a 3 ans ou 4 ans. Ouais, et je crois qu'elle se situe ailleurs. Et il était excellent. Et il est excellent. Et bon, voilà, ça fait partie des bonheurs. Donc vous avez cherché des bonheurs, vous Oui. avez cherché de les vivre le plus possible, et puis vous avez été amené à prendre une décision Oui. donc difficile il y a quelques jours, de voir... Il y a 2 mois. Ouais. Il y a des bons en accord avec lui. Parce que on a toujours vécu en une espèce de vérité. Et, on a toujours bien communiqué le mieux possible. Et j'ai envie de dire, on a décidé comme dans un accord qu'il n'était plus possible qu'il reste à la maison. Et il est dans une résidence depuis 2 mois et je le dis toujours, c'est tout près d'ici, je peux même y aller en chemise de nuit. Donc, et il l'a validé à tel point que quand je vais le voir tous les jours, parce que j'ai dit que j'étais assez fatiguée nerveusement, physiquement, psychiquement. Et quand il me voit le matin, il me dit, première question, est-ce que tu as bien dormi? Donc il y a vraiment une assimilation, une adhésion à ce choix. Et ce qui est extraordinaire en Belgique, c'est que quand on met quelqu'un dans une résidence, il peut en sortir facilement. Et pour des événements. Oui, il n'est pas prisonnier, comme on pourrait imaginer. Alors, il y a un projet qui vous permet d'aller de l'avant aujourd'hui. Quel est-il? Eh bien, tout au long de cette vie, je me suis mis à écrire. Je crois que c'est un peu une façon thérapeutique d'aller mieux et de pouvoir vivre ou survivre. Et voilà, j'ai eu... ayant un certain recul sur les années précédentes, je me suis mis à écrire d'une façon, j'espère, poétique et humoristique, cette vie. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est malade qu'on arrête de rire. Hein. Et la poésie, ça existe, c'est là, c'est présent. Et donc j'ai écrit ces quelques mots et j'ai rencontré une photographe qui a été en accord avec ce que j'écrivais et qui a illustré cette vie. Et alors, voilà, ce sont des moments très simples. Il y a ce fameux gâteau, là, c'est comme ça. Ça exprime le bonheur présent. On s'est mis à faire des gâteaux tous les jours, donc l'odeur, la façon, l'odeur, le fait de le déguster. Voilà, ce sont tous des événements de la vie quotidienne qui se... Lisiane, vous êtes atteinte de la maladie, vous avez tenu à être présente aujourd'hui, vous aviez 52 ans lorsque le diagnostic a été posé, aujourd'hui vous en avez 59. Comment vous envisagez l'avenir? J'ai tant que ça. Ça, c'est un des points positifs d'oublier son âge finalement. Ah ouais. Ah, je pensais que j'avais 48 ans, moi, alors, vous voyez. Pardon de vous le rappeler. Oh, pas grave. Ah, excusez-moi la question. Comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous vous concentrez sur l'instant présent? L'instant présent, mais j'ai un rêve. Lequel? Ah, c'est d'aller faire un voyage au Kenya. C'est vrai? Ah oui, j'adore les animaux et ça c'est un grand rêve, mais je sais que je le réaliserai jamais parce qu'on n'a pas les moyens. Mais ça serait même qu'une semaine. Vous avez vu Out of Africa? Ah oui. Ah oui. Il faut lire le livre de Karen Blixen. Moi, lire, c'est pas mon possible. truc. Non. Par contre, vous voyez, moi aussi, j'ai fait ma biographie. Ah. Et j'ai un... Parce que ça, c'est ma vie à moi personnelle et ma maladie. Mais j'ai un autre projet, c'est... Oui, j'ai fait un projet de vie.
Mais sur ce livre, j'ai fait un autre... aide-moi. Un résumé qui concerne vraiment que ce qu'on vit depuis 2009 à Maladie à deux. Voilà, avec comment on le vit. On a fait... Mais c'est quoi le projet de vie? Un projet de vie? Oui. C'est marqué noir sur blanc mes peurs, mes joies, ce que j'aime pas. Et surtout, le plus important pour moi, c'est qui fera ma toilette plus tard. Essayer de gérer au mieux ce qui va se passer ce qui se passait là, ce qui va se passer dans le... Donc ça veut demain, dire quoi? Que après-demain. vous avez pris des dispositions, tant que vous êtes lucide, vous prenez des décisions concernant votre avenir? Tout est marqué, C'est noir ça. sur blanc. Voilà, on met tout. Oui. Enfin, le projet de vie a de sens que si elle me fait confiance quand je vais l'appliquer. Quoi. Parce que si elle n'a pas confiance en moi, Vous le lui faites projet de vie confiance? tombe. Ah, tout à fait, à 1000%. Bon. Bernard, ça fait maintenant 13 ans que vous soutenez votre épouse, Marie-Madeleine, qui souffre d'Alzheimer. Vous avez, vous, déjà envisagé de la placer dans un centre d'accueil adapté? Aujourd'hui, non, je n'ai pas envisagé de la placer dans un accueil adapté parce que je pense pouvoir, je dirais, l'accompagner dans l'état où elle est. Par contre, c'est vrai aussi que la rivière sans retour, elle débouche dans une mer profonde et qu'il y a une fin de vie pour les malades d'Alzheimer qui souvent est liée à l'alimentation, à la déglutition, quand on regarde les statistiques tout simplement. Et qu'il y aura peut-être un moment où je ne pourrai plus la garder à domicile, mais j'essaierai de mener notre vie ensemble jusqu'au bout. Alors, Elle sait encore qui vous êtes? elle parle plus, hein. Bon. Par contre, j'ai été étonné il y a 2 mois, et ça montre que le cerveau n'est pas mort. Et j'étais à mon bureau, elle tournait autour et elle voyait bien que je m'occupais pas d'elle. Et subitement, elle m'a appelé par mon prénom, Bernard. Alors que je n'avais pas entendu ce prénom depuis au moins 6-7 ans. Ce qui montre quand même que le cerveau fonctionne encore et que Marie-Madeleine, c'est toujours mon épouse, c'est toujours une personne. Et ça, c'est important et je crois, et pour moi, c'était une grande reconnaissance. Quand elle m'a appelé par mon prénom, ça montre qu'il existe entre nous toujours des liens et des liens probablement beaucoup plus forts que la parole. Pourquoi vous avez accepté de venir sur notre plateau aujourd'hui? Alors, j'ai accepté pour 2 raisons, parce que c'est l'occasion d'abord d'entendre des témoignages qui m'ont beaucoup intéressé, et aussi c'est l'occasion de parler, et surtout je pense que le message que je vais essayer de faire passer dans des émissions comme celle-ci ou dans des colloques, c'est de dire on peut vivre à domicile avec un malade d'Alzheimer. En utilisant tous les moyens, tous les dispositifs qui existent, parce qu'il existe beaucoup de choses, en n'étant pas seul, quelquefois en adhérant à France Alzheimer, ça rend aussi service, etc., etc. Et on a bien compris que vous vivez, avant de vivre avec une malade, vous vivez avec une personne, et en l'occurrence avec l'amour de votre vie. Oui. On a bien compris tout ça. Oui. Merci beaucoup. On va terminer par cette dernière question. Auprès de qui peut-on trouver de l'aide, puisqu'on disait tout à l'heure à quel point c'était difficile d'en trouver? En fait, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'aides. Nous, la Fondation Médac Alzheimer, on a identifié 23 métiers différents qui interviennent au domicile de la personne. Il y a 2 types d'aides. Il y a l'aide pour la personne malade, mais aussi, très important, l'aide pour les dents. Et vous avez cité, il y a des associations, que ce soit France Alzheimer, que ce soit la Croix-Rouge française, les Petits Frères des Pauvres, qui viennent à la maison, qui vont passer du temps avec la personne malade. C'est qui permet au conjoint de pouvoir sortir, de pouvoir s'aérer. Et il y a aussi des aides qui nous permettent ensemble, la personne malade, son conjoint, de passer des week-ends, des séjours ensemble ou avec d'autres personnes, mais en tous les cas, en n'étant pas séparés. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'étais très touchée, moi, par ces témoignages d'amour. Merci d'être venu briser le silence. Cécile, nos internautes pourront poursuivre la discussion avec vous sur notre chat tout à l'heure. Et merci à vous de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci d'être venu nous voir. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire chaque week-end dans le magazine Version Féminin. Et dans quelques instants, on se retrouve pour un numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Marie et Morgane. À tout de suite, merci. Il y avait les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant.
Vous vous souvenez peut-être de Morgane, un jeune papa qui se battait pour récupérer la garde de son enfant. J'ai appris que mon fils avait été enlevé à sa maman, puis placé. Et à ma majorité, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir rétablir le lien et récupérer au plus vite mon enfant. Quant à Marie, elle avait dû faire face à une terrible épreuve. On attendait des jumeaux. À quoi avez-vous dû faire face tous les deux? Mon petit garçon est décédé le lendemain et ma fille est décédée 4 jours plus tard. Ce sera toujours difficile de continuer à vivre sans eux. Malgré sa douleur, Marie a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Elle nous expliquera comment elle a réussi à redonner un sens à son existence dans quelques minutes dans l'Histoire continue.